Je rappelle un petit peu pour ceux qui le connaîtraient moins que d'autres que Patrick Vivray est philosophe, mais pas seulement. Il a eu aussi une activité dans l'administration française, notamment il est conseiller honoraire à la Cour des comptes, mais il a été aussi à plusieurs reprises conseiller ou faisant fonction de conseiller auprès de ministres ou premiers ministres de gouvernements de gauche, et a notamment produit 2 rapports qui, j'estime, ont une grande importance. L'un d'entre eux, le premier, sur l'évaluation des politiques publiques. C'est le premier rapport qui a été écrit sur l'importance et la nécessité de faire des évaluations des politiques publiques et pour ce faire de les préparer avant qu'elles soient en action. C'était en 1990, je crois, par là. Le second, qui est un rapport qui a eu aussi un certain succès, sur reconsidérer la richesse, à la demande de Guy Asquith, qui était alors secrétaire d'État à l'économie solidaire. Et donc, tu as tiré, je crois, un livre qui a été publié, je ne sais plus trop, c'est au Seuil ou quelque chose comme ça. Non, c'est même pas au Seuil. C'est aux éditions de l'Aube, et simplement parce que la documentation française à l'époque n'était pas prête, et donc c'est les éditions de l'Aube qui ont proposé, et la délégation interministérielle à l'économie sociale qui était liée au secrétariat d'État. Parce que je l'ai lu dans sa version initiale, je n'ai pas vu dans les éditions. Pour ça. Voilà, okay. Mais maintenant la documentation française l'a aussi. Sorti, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il met aussi en pratique certaines de ses idées, et notamment la mise en place de la monnaie complémentaire Sol, que certains ont peut-être dont certains ont peut-être déjà entendu parler, et qu'il a été en cela d'ailleurs accompagné par l'un de nos membres. Je pense que c'est important de le dire, c'est Claude Alfandéry qui a été, je crois, le premier président du mouvement Sol, qui a fait un certain nombre d'expérimentations sociales dans un certain nombre de régions françaises. Nous l'avions donc accueilli en février 2012, il était venu nous parler de comment susciter un sursaut démocratique. Je crois que ton intervention avait été très apprécié par tous les membres du cercle qui étaient là, et malheureusement je crois que cette question se pose toujours, même si un certain nombre de réponses que tu nous avais apportées nous avaient bien sustenté à l'époque. Aujourd'hui, je crois que notre monde valorise et survalorise peut-être l'homo economicus, où tout est marchandise. Comme je disais dans l'invitation qui a été faite, ce modèle de société a pu être contrebalancé et voire combattu par des luttes collectives et l'instauration d'un État social. On vit dans un État social encore, mais le chômage massif, la crise des ressources, les craintes d'avoir un avenir sans croissance réduit la confiance dans cet État social. D'autant plus qu'un certain nombre de gens affirment en face qu'on n'a plus besoin de cet État social et qu'un État minimum, réduit à des fonctions minimum elles aussi, serait bien suffisant. Comment retrouver là-dedans une certaine espérance? Dans ton dernier opus, tu souhaites... alors j'ai résumé un peu, mais je trouve que c'était... il y a des pages très intéressantes, d'autres avec lesquelles on pourrait être moins en accord, mais d'autres que je trouve très intéressantes, où tu souhaites l'avènement de créatifs, donc de personnes créatifs culturels, développant l'être plus que le paraître, les valeurs d'empathie plus que les rapports de rivalité, de compétition, et on pourrait ajouter d'ailleurs d'exclusion, pour construire un nouveau pacte social. C'est autour de cette question-là qu'on a voulu t'inviter aujourd'hui, parce que ça nous paraît une question difficile sur laquelle on a besoin de réfléchir, et je pense que ta réflexion est très, très importante. L'actualité nous pousse au repli, au désenchantement. Certains craignent les réfugiés chassés par des conflits que nous avons failli à éviter. Je pense qu'on a une certaine responsabilité, mais comment la résoudre? Comment réinvestir aussi, donc la question qu'on s'était posée il y a 3 ans, comment réinvestir le champ politique par une reconstruction de rapports solidaires ou, comme tu le souhaites, une affirmation plus concrète d'une nécessaire fraternité. C'est le titre de ton dernier ouvrage, Fraternité, j'écris ton nom, qui est à l'origine de cette réflexion. Peut-elle suffire cependant, c'est une question, à équilibrer les 2 autres tenants de notre devise républicaine, souvent jugés contradictoires entre eux, liberté et égalité? La solidarité n'est-elle pas un principe plus social,
la fraternité plus individualiste, en tout cas dans la façon dont certains l'ont exprimé à certains moments. Tu ne le penses pas, mais je te laisse la parole. Mais, merci beaucoup et puis merci de m'accueillir. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec le cercle. Je commencerai par la question que tu me poses. Si on entend la fraternité comme ce qui donne corps aux fratères, puisque tel est le sens originel, et le fratère, à l'origine, c'est pas la petite famille. Le fratère, c'est le genre humain. Donc à ce moment-là, on peut dire la question de la fraternité, c'est par excellence la question du vivre ensemble, de la famille humaine et de l'autogouvernance, de l'autogestion de la famille humaine. Et les autres questions sont des questions non pas secondaires, mais secondes par rapport à cette question centrale qui est les rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même. Et on voit bien que cette question, elle est à la fois planétaire et puis en même temps qu'elle a des tas d'implications sur des terrains locaux ou sur des questions d'actualité éminente. La question des réfugiés, par exemple, est directement liée à cette question. Alors, c'est pour ça que moi, je suis d'abord parti de la question du frater comme étant les rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même, et le fait que quand on pose cette question-là, il y a un changement très profond du rapport aux politiques qui se met en place. Puisque la question de ce qu'Edgar Morin appelle la question de la politique de l'humanité, ou même de la géopolitique d'humanité, elle est complètement bouleversée quand on prend le problème non seulement du frater comme l'ensemble de la famille humaine, mais quand on regarde la question du devenir de l'humanité en regardant la Terre vue de l'espace. L'un des changements très intéressants qui s'est opéré au cours de ces dernières années, c'est le fait que d'anciens pilotes de chasse, donc qui sont la pointe avancée de la géopolitique guerrière, quand ils deviennent astronautes et quand ils regardent la Terre vue de l'espace, avec l'infini derrière eux, il y a un changement radical de perspective qui se met en œuvre. Toute la politique et toute la géopolitique, mais c'est vrai aussi du religieux et en grande partie de l'économique, vient d'une vision spatiale limitée. On est sur un territoire, on veut le protéger ou on veut l'étendre, donc la question qui constitue le politique, c'est la question du barbare, mais du barbare comme étant l'autre, l'étranger. Et si c'est un territoire religieux, c'est l'infidèle. Donc la question de la rivalité est première. La rivalité, la menace, c'est soit du côté de la protection, soit du côté de l'extension, si on est dans des postures de conquête. Le politique est d'abord organisé autour de la question de la menace de l'autre. Alors que quand on voit la Terre vue de l'espace, d'abord le premier sentiment qu'évoquent par exemple les astronautes, c'est pas du tout la peur, la rivalité, c'est l'émerveillement, hein, cette espèce de planète extraordinaire, singulière et belle. En général, le sentiment d'émerveillement n'est pas ce qui est premier dans les ouvrages de géopolitique. Le deuxième élément, c'est un sentiment de singularité. Il y a quand même dans cette petite planète quelque chose de radicalement singulier par rapport à ce qu'on voit dans le reste, au moins du système solaire. Et le troisième élément, c'est la vulnérabilité. Alors à la fois vulnérabilité de cette petite
planète bleue, mais en même temps vulnérabilité de l'espèce dominante sur cette planète, où on se dit, oulala, la bande de zigotos qui a pris la domination de cette petite planète, est-ce que ils sont pas susceptibles de la détruire, voire de la faire sauter? Et donc, au lieu de partir de la question de la rivalité, c'est plutôt dans ce qu'on peut appeler le nouveau réalisme géopolitique, la question de la vulnérabilité qui est première. Et la question du frater, du coup, devient comment cette espèce s'auto-organise pour assurer son vivre ensemble, et un vivre ensemble qui soit respectueux de cette petite planète et des écosystèmes qui vont avec. Donc ça, je le dis parce que ça entraîne des conséquences absolument considérables. Par exemple, toutes les questions des biens communs ou des communs, et dans ces questions-là, on a deux énormes biens communs qui sont les océans et qui sont l'atmosphère, sont caractérisés par cette fragilité et par le fait que, n'appartenant à personne, on ne peut avancer dans des questions aussi décisives de la préservation de ces communs qu'à partir d'une pensée politique et géopolitique qui ne part pas du politique pensé à partir de la perspective spatiale limitée et à partir de la rivalité. Donc ça entraîne tout de suite une conséquence très importante, c'est que on ne peut plus penser la citoyenneté simplement à partir des formes du politique traditionnel, que ce soit les cités, les États, etc., puisqu'il faut d'emblée penser la question de la citoyenneté terrienne, non pas comme une utopie, mais comme étant, au contraire, la brique de base sur laquelle construire la politique de l'humanité de demain. Ce qui entraîne évidemment aussi des conséquences juridiques très importantes, puisque quand on regarde les choses sur le plan juridique, on a en fait deux textes qui sont en grande partie contradictoires, parce qu'on a le creuset de la Déclaration universelle des droits humains, mais qui reste en grande partie un droit potentiel, et puis on a la Charte des Nations Unies, mais la Charte des Nations Unies, même si elle commence par nous les peuples, en réalité c'est nous les États. Et c'est moins le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que le droit des États à disposer de leur peuple. Parce qu'évidemment, la Charte des Nations Unies, elle a été aussi un compromis, y compris avec des États autoritaires qui n'avaient pas du tout envie que les citoyens puissent véritablement s'exprimer. Donc ça bouleverse le logiciel politique et géopolitique, ça bouleverse le logiciel juridique, ça bouleverse le logiciel des traditions religieuses, parce que les traditions religieuses, une bonne partie d'entre elles, elles partent aussi des conséquences de cette vision spatiale limitée. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on a à chaque fois des terres promises et des peuples élus, même si c'est sous des variantes différentes. Et la grande question, comment avoir un dieu ou des dieux qui est du côté de mon peuple et du côté de ma terre, on le retrouve dans toutes les traditions religieuses. D'où aussi le fait que, pour nombre de traditions religieuses, la question centrale est celle de la menace, celle de la rivalité et la difficulté qu'ont ces traditions religieuses à sortir de la logique de la rivalité pour poser par exemple la question de l'amour, la question de la compassion, etc., qu'on trouve également, mais elles sont hybrides en quelque sorte. Elles ont une partie de leur tradition qui prépare, et ça c'est le côté lumineux, des éléments du côté de la fraternité et du devenir de l'ensemble de la famille humaine, mais elles ont toute une partie qui est aussi habitée
par la logique de rivalité et la logique interne à leur propre peur, à leur propre... Mon lapsus est révélateur, parce que j'allais dire leur propre peuple, mais c'est souvent leur propre peur, leur propre terre, et ce qui n'y appartient pas étant du côté des infidèles. Donc quand on part comme ça veut dire que le renouvellement du logiciel politique, juridique, religieux et évidemment économique aussi. Parce que dans cette perspective, une logique liée à l'économie comme espace de guerre et de rivalité est totalement contre-productif par rapport à la question du devenir de la famille humaine. Par exemple, l'obsession de la compétitivité, avec qui l'humanité est-elle en compétition, a fortiori si c'est pas simplement de la compétition, si c'est de la guerre économique. On comprend bien que les conséquences de cette approche de l'économie, c'est un creusement des inégalités sociales, c'est une incapacité à traiter l'essentiel du potentiel des créativités humaines, ce que Amartya Sen appelle les capabilities, parce que évidemment si vous avez une classe de 100 personnes et si vous vous intéressez qu'aux 5 premiers, ça veut dire que 95% des potentialités créatrices sont en grande partie sous-estimées, voire gaspillées. Donc si on voit à quel point le changement de posture auquel les grandes questions du moment que le climat commence à exprimer avec la COP21, mais la COP21 n'est que l'élément avant-coureur de la question des communs. Toutes les grandes questions du devenir de l'humanité vont avoir cette caractéristique que le problème du devenir du frater, du devenir du genre humain, sera la grande question politique et géopolitique des siècles à venir, alors même que la géopolitique de puissance classique sera de plus en plus inapte à traiter ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas, mais si la géopolitique de puissance classique l'emporte, ça sera au détriment du frater du genre humain. C'est-à-dire, y compris, on voit bien que, y compris la forme la plus absurde que peut prendre la géopolitique de puissance, c'est celle qui aboutit à de nouvelles guerres mondiales et avec un stock de destruction massive tel qu'à ce moment-là, l'humanité peut effectivement largement en finir avec son propre devenir. Ça a peu d'intérêt de savoir quelle sera la superpuissance du 22e ou du 23e siècle, que ce soit la Chine ou n'importe quel autre acteur, s'il n'y a pas de 22e ou de 23e siècle. Donc si on prend cette entrée-là, c'est un basculement radical par rapport à ce qu'on appelait classiquement le réalisme ou la réalpolitique. Moi, j'étais très intéressé de voir, par exemple, à l'occasion du débat sur la Grèce, comment Joschka Fischer s'en prenait aux prétendus réalistes du côté allemand, en leur disant « vous vous croyez réaliste en pensant une puissance allemande, une Europe allemande, etc., mais vous êtes dans l'erreur la plus totale. L'Allemagne n'a été bénéficiaire de l'Europe et n'a pu réussir sa réunification que parce que l'Allemagne avait cessé de faire peur. À partir du moment où, sur des dossiers comme la Grèce, heureusement, ils n'ont pas la même attitude sur d'autres dossiers comme les réfugiés, mais sur des dossiers comme la Grèce, ils manifestent une logique de puissance. Fischer disait, mais il n'était pas le seul à le dire, Habermas a tenu à peu près les mêmes propos. En quelques jours, vous avez risqué de saboter pratiquement 50 ans de capacité de l'Allemagne à ressusciter de la confiance. Et il rentrait en
en conflit avec ceux de ses interlocuteurs pour qui cette vision-là, c'était, disait-il, du pathos et du romantisme. En France, on aurait dit que c'était de l'approche bisounours. Il disait, quelle erreur! La vraie politique réaliste, c'est celle, au contraire, qui a permis à l'Allemagne de prendre sa place dans une unité européenne, de réussir la réconciliation avec la France, etc. Et la réelle politique aurait été une erreur absolue, et si par malheur, dit-il, la classe politique allemande était tentée de prendre cette voie-là, elle produirait des effets délétères tellement rapidement que l'Allemagne se retrouverait vite parmi les victimes de cette prétendue réelle politique. Alors, ça, je pense que c'est important parce qu'on est tellement dans une période où toute position d'ouverture, toute position altruiste, toute position même humaniste est d'emblée discréditée comme étant idéaliste, bisounours, romantique, etc., que cette espèce d'injonction intimidante nous empêche de voir que le véritable réalisme, il est au contraire du côté de la capacité de l'humanité à réussir son autogouvernance, qui veut dire non seulement le changement de posture sur le plan politique, juridique, économique, religieux que je viens d'indiquer, mais aussi c'est tout le travail de nature anthropologique et qui permet aussi de mobiliser les nouvelles approches non seulement des sciences humaines mais aussi des neurosciences sur l'ambivalence humaine. Toutes les nouvelles approches maintenant scientifiques qui permettent de dépasser complètement le débat Rousseau-Hobbes, c'est-à-dire soit d'un côté l'homme est bon mais il est perverti par la société, soit au contraire l'homme est un loup pour l'homme et il faut par conséquent le cadenasser. Ce qu'on apprend de plus en plus, notamment avec l'approche des neurosciences, c'est à quel point l'être humain est un être profondément ambivalent et comment, par exemple, des éléments absolument fondamentaux tels que l'empathie, sur lequel là, pour le coup, il y a de plus en plus de travaux qui ont été réunis, le rapport empathie-vulnérabilité est susceptible de produire aussi bien le meilleur que le pire. Le meilleur, parce que c'est ça qui permet la fraternité, l'ouverture, c'est ce qui permet les approches à la Gandhi, à la Martin Luther King. Mais c'est aussi parce que l'être humain est vulnérable et empathique que des phénomènes comme le nazisme, le fascisme sont possibles. Si les humains étaient des calculateurs rationnels, égoïstes, optimisant leurs avantages, ça serait totalement impensable. C'est parce qu'il y a cette capacité qui fait que émotionnellement des collectifs humains peuvent basculer dans des stratégies qui provoquent une résonance émotionnelle très, très importante, que le pire et le meilleur sont possibles. Et donc ça veut dire que, par exemple, la prise en compte de cette dimension émotionnelle est un enjeu tout à fait fondamental. Ça, c'est un point important parce que les milieux progressistes, ils ont pendant longtemps identifié l'émotion comme étant du côté du danger et ils ont essentiellement travaillé sur la seule rationalité. Évidemment, c'est pas pour abandonner ce terrain-là, mais c'est pour dire la question de ce qu'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle, ou la question de ce que des traditions comme le bouddhisme appellent le problème des trois intelligences, corps, cœur, esprit, est une question éminemment politique. Si aujourd'hui, par exemple, face au fondamentalisme identitaire, qui sont en quelque sorte la réponse symétrique, comme le note Joseph Stiglitz, au fondamentalisme marchand, si on ne prend en compte que de la critique rationnelle du fondamentalisme identitaire, on passe complètement à côté du socle
émotionnel sur lequel se construit ce fondamentalisme identitaire, qui soit de nature religieuse ou de nature non religieuse. Par exemple, le Front National est un exemple de fondamentalisme identitaire non religieux. Une question telle que celle que posait William Reich dans l'entre-deux-guerres, dans Psychopathologie du fascisme, sur ce qu'il appelait la peste émotionnelle, c'est-à-dire comment à un moment donné les logiques de peur s'emparent, y compris de victimes, et provoquent chez elles une capacité à rentrer en conflit avec d'autres victimes, par exemple les classes moyennes des années 30, qui, alors que rationnellement elles auraient pu dire déjà que la cause de leur déclassement venait beaucoup plus de l'évolution du capitalisme de l'époque, mais d'une certaine façon, les riches étaient tellement loin que c'est en assurant la distinction, comme aurait dit Bourdieu plus récemment, avec des catégories plus pauvres qu'elle maintenait une capacité d'existence de leur propre catégorie, et à ce moment-là, elle se retournait contre les immigrés de l'époque, le prolétariat de l'époque, de la même façon qu'une bonne partie de la classe ouvrière devenue classe moyenne est aujourd'hui tentée, pour maintenir sa distinction, de se retourner contre les nouveaux immigrés, les nouveaux précaires, le précariat, comme le disait Robert Casset, etc. Et ça, si on ne prend pas en compte la question émotionnelle, on passe complètement à côté de ce socle-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, j'ai osé cette provocation que j'ai appelée la question de l'érotique fraternelle, parce que la fraternité, elle a besoin de se connecter à l'énergie créatrice, à l'énergie de vie par excellence, qui est celle de l'éros, et si elle s'en coupe, on se retrouve dans des logiques de type pot de terre contre pot de fer. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ça me permet, dans ce que j'appelle la nécessaire interpellation spirituelle des grands faits religieux, de revenir sur une question importante et toujours actuelle, qui est l'importance du sacrifice de la sexualité dans les faits religieux. Au passage, je travaille sur l'ambivalence du fait religieux. J'ai évoqué tout à l'heure sa part lumineuse qui est du côté des questions du sens, des questions spirituelles, mais sa part d'ombre, elle vient de la peur. Et on répond à la peur par de la soumission et du sacrifice. Le dieu foudre, si on identifie avant une connaissance scientifique que l'éclair qui tombe, c'est parce qu'il y a un dieu foudre et qui est courroucé. Pour apaiser le courroux du dieu foudre, on va lui donner ce qu'on a de plus cher. Et ça commence par les sacrifices humains, mais après, dans l'histoire des religions, le sacrifice de la sexualité est en droite ligne de cette logique sacrificielle. Mais c'est la même chose sur le plan économique. Quand Paul Krugman compare les programmes d'austérité en Europe au sacrifice humain chez les Mayas, il dit que cette logique-là, elle est fondamentalement de même nature. Et le propre d'une croyance, c'est qu'elle remplit des fonctions émotionnelles tellement importantes qu'elle a non seulement une capacité de résistance à la critique rationnelle, mais même une capacité de résistance au déni des faits. Une croyance ne peut être mise en cause que si on intervient aussi au niveau du cœur émotionnel de la croyance. Ou alors il faut des immenses effondrements. Mais quand je reprends l'exemple de Krugman, par exemple, il dit les programmes d'austérité ne marchent pas de la même façon que les sacrifices humains chez les Mayas n'étaient pas forcément de nature à faire revenir le soleil. Mais le propre de la croyance, c'est qu'on dit si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas été assez loin dans le sacrifice. Donc il fallait faire plus de sacrifices de jeunes hommes, et là il faut continuer plus avant dans la logique des programmes d'austérité. Donc vous voyez, de la même façon, qui était le premier temps de mon propos,
qu'on a besoin d'une rénovation profonde du logiciel politique, juridique, religieux, économique, à partir du moment où on pose la question du frater comme devenir du genre humain, on a aussi besoin d'aller travailler au cœur même de la condition humaine et de son ambivalence sur la question de l'intelligence émotionnelle pour tirer les émotions dans le sens positif, progressiste, ouvert, etc., de l'humanisme, et éviter qu'elles soient tirées, au contraire, dans le sens de la régression identitaire et de la peur. Et du même coup, et c'est le dernier point que je vous propose là dans cette première intervention liminaire, ça veut dire qu'aller travailler sur la question de ce que le Forum social mondial de Belém en 2009 avait appelé la transition vers des sociétés du buen vivir, du bien vivre, devient un enjeu politique fondamental. Parce que au cœur des grandes fractures actuelles, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières, on retrouve ce couple qui est formé par la démesure et le mal-être. Le mal-être, la maltraitance, le mal de vivre. La démesure, elle est évidente. Des mesures de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle, des mesures des inégalités sociales, les 67 personnes qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains, si on reprend la statistique d'Oxfam, des mesures écologiques vues à travers le bilan carbone, l'empreinte écologique, enfin tout ce qui fait qu'il nous faudrait plusieurs planètes pour continuer sur ce mode de production, de consommation et de déjection. Donc on voit bien la démesure. Ce qui est important de comprendre, c'est que le rapport qui est très facile à voir sur le plan personnel entre démesure et mal-être, il est aussi vrai sur le plan sociétal. Sur le plan personnel, si telle ou telle personne qu'on connaît est toxicomane, on sait bien que c'est un indicateur de mal-être. On peut à la rigueur se prendre un pétard de temps en temps par curiosité ou convivialité avec des copains, mais quand on se drogue durablement avec des drogues dures, ça on sait bien que c'est un indicateur de mal-être. On peut faire la démonstration que ce couple des mesures mal-être, il est au cœur des grandes fractures sociétales actuelles. Par exemple, quand le rapport mondial des Nations Unies pour le développement met en évidence que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentent 10 fois les sommes qui permettraient de répondre aux besoins vitaux de l'humanité, éradication de la faim, accès à l'eau potable, soins de base et logement minimal, 10 fois, ça veut dire qu'on a une économie mondiale du mal-être dans les dépenses de drogue et de toxicomanie. Les dépenses d'armement, c'est encore mieux, si on peut dire, c'est 20 fois. Donc là, c'est vraiment, pour l'essentiel, de la gestion de la maltraitance. Sur le plan financier, il n'y a même pas besoin de lire la presse alternative pour s'en convaincre. Vous prenez le Wall Street Journal, la Bible des marchés financiers, vous prenez l'éditorial fameux où le Wall Street Journal dit textuellement « Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique ». C'est pratiquement la définition de ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un certain nombre à proposer que ce soit l'Organisation mondiale de la santé qui prenne en charge le problème de la régulation des marchés financiers, parce qu'on atteint des niveaux proprement pathologiques. Donc une fois qu'on a compris que le couple des mesures mal-être est structurant sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan financier, on va retrouver ça sur le plan du sport, sur le plan politique, etc., dans tous les domaines, on comprend à ce moment-là que l'alternative positive à ce couple est effectivement de type frugalité, sobriété, satiété, peu importe les termes, mais liée à la question du bien vivre. Parce que si on ne traite que la question de la démesure, qui est nécessaire, en mettant en place des mesures écologiques, des mesures contre les inégalités, des mesures contre l'économie spéculative. Mais si on ne traite pas la question du mal-être, du mal de vivre, de la maltraitance,
On ne traite que le symptôme sans traiter la cause, et c'est comme de proposer une cure de sevrage à un toxicomane. Il préférera rester avec son addiction si la perspective positive n'apparaît pas suffisamment clairement. Et c'est pour ça que quand le Forum social mondial de Belém, et ça a été ensuite très largement relayé dans d'autres milieux, dit la question du buen vivir, la question du bien vivre, n'est pas simplement une question personnelle, c'est aussi la grande question politique du devenir de l'humanité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un état de mal-être, de mal de vivre, de maltraitance, etc., ça se traduit par une dépression énergétique qui fait qu'on compense cette dépression énergétique soit par de la rivalité à l'égard d'autrui, soit par de la prédation à l'égard de la nature, soit par de la dépression intérieure, et à ce moment-là, ça s'appelle la dépression, le stress, le burn-out, etc. Quand on a repéré ça, on comprend à ce moment-là que la question de la joie de vivre, comme énergie créatrice fondamentale, est une question éminemment politique. Alors c'est quelque chose qu'on sait sur le plan personnel, c'est ce que Miguel Benassayag rappelle souvent comme le terreau même de la résistance créatrice qui permet de résister aux passions tristes dont parle Spinoza, mais c'est vrai aussi sur le plan politique et sociétal. C'est pour cette raison que je dis souvent que choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Voilà quelques mots pour introduire ce débat. Merci beaucoup pour ce brillant exposé qui est tout à fait dans la ligne de notre fil conducteur qui était d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être un nouveau paradigme économique, social, écologique et culturel. Donc c'est tout à fait dans la ligne. Alors peut-être qu'il faudrait que nous fassions une prochaine plénière avec un humoriste. Mais bon, ça existe. Oui, je sais bien, je sais. Mais bon, peut-être pas BP Grillo, parce que aussi de temps en temps, quand on a des humoristes qui se lancent en politique, ça donne pas toujours des bons résultats. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon, et c'est pas toujours drôle avec Pépé Grillo. Oui, c'est ça le problème. Il y en a un autre, c'est dans quel autre pays là où il y a un humoriste qui est... Ah oui, c'est au Guatemala, je crois. Ouais. C'est un présentateur télé-humoriste qui pourrait être le prochain président guatémaltèque, puisque les Guatémaltèques en ont tellement marre de la corruption que... Voilà. Bon, maintenant, je vous laisse la parole pour poser des questions, intervenir. Au passage, il y a des tas d'autres aspects que je traite dans le bouquin, y compris une qui doit certainement vous intéresser, qui s'intitule « Fraternité, laïcité, spiritualité », que j'ai à peine évoqué là dans mon propos introductif, mais évidemment, si ça vous intéresse, on peut tout à fait en parler.